Donc bonjour à toutes et à tous. On a le grand honneur de démarrer le cycle de conférences pour Hypermonde saison 4. Donc merci beaucoup d'être là, présent avec nous. Je vais présenter nos invités, puis je leur donnerai la parole après pour qu'ils parlent de leurs actualités et qu'ils complètent ma présentation éventuellement. Et puis je vous résumerai un petit peu ce dont nous allons parler dans la table ronde. Et puis ensuite on déroulera notre ordre du jour. On aura du temps à la fin pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Il n'y a pas de sujet tabou, juste du respect et puis des questions concises et ça se passe très bien. Donc merci beaucoup à nos trois invités d'être présents avec nous ce matin. Je vais les présenter un petit peu plus en détail, mais pour les bios, en fait, il y avait un gros travail. Toutes et tous ont gagné énormément de prix. Donc on a vraiment des invités très prestigieux avec nous. Et c'est un grand honneur pour moi d'animer cette table ronde avec vous trois, sur un sujet qui me tient à cœur, on y reviendra. Donc je vais commencer par Florence, qui est autrice jeunesse, qui a fait pas mal de romans connus. Tu me citais dans la préparation deux romans, tu souhaitais que je parle, La Dystopie bleue et puis U4 Yanis, U4 Yanis. U4, c'est français. Voilà. Issu d'un collectif, tu y reviendras. Et puis pour cette table ronde en particulier, tu es l'autrice d'un roman, vous avez vu, on a mis des petits présentoirs. Et puis également, il y a une petite slide pour montrer les visuels, des romans qui sont bien sûr dans le thème de la table ronde. Et puis donc sur L'Aube est bleue sur Mars, on y reviendra bien sûr, qui est sorti en 2022. On suit l'itinéraire d'Esther qui part faire une grande aventure dans le voyage pour Mars. Claire nous fait aussi la joie d'être présente avec nous. Claire est autrice également, mais d'habitude de romans plutôt adultes et fantasy. Et effectivement, là, aujourd'hui, il y a un pas de côté. Comme j'ai dit qu'on donnera la parole à chacun pour les actualités, tu nous parleras de ton actualité aussi, qui est très pertinente avec le thème d'aujourd'hui. Mais tu es aussi éditrice, en plus d'être autrice. La maison d'édition dont tu t'occupes s'appelle Asphalt Édition. Et Andreas, qui est le parrain officiel avec notre marraine Danielle Martinigol cette année du salon. Merci beaucoup, nous sommes très honorés de ta présence. Donc tu es aussi très connu comme auteur de science-fiction, un des auteurs européens les plus connus. On a dit en plaisantant un petit peu en préparant la table ronde que tu es le plus français des auteurs allemands, parce que tu habites à Brest avec ton conjoint depuis 2003 et que tu parles très bien français, ce qui nous permet de faire la table ronde en français. Merci beaucoup. En anglais, ça aurait été possible, mais en allemand, beaucoup plus dur pour moi. Alors, tu es très connu pour beaucoup de romans de science-fiction. Sans doute le plus connu est ton premier roman qui s'appelle Des milliards de tapis de cheveux, qui est sur le présentoir ici, et qui a été traduit dans de très nombreuses langues. Tu as fait d'autres romans après, et en particulier, tu as fait un cycle jeunesse qui s'appelle Le Projet Mars. On parle beaucoup des enfants de Mars, et c'est à cause de ce cycle que nous t'avons proposé de participer à la table ronde sur Mars. On est un petit peu tous passionnés de Mars ici, et il y a beaucoup de choses à dire sur cette planète. Et comme vos œuvres en parlent, eh ben c'est très pertinent. Donc évidemment, dans la table ronde, on va aborder différents sujets. Mais avant cela, je vais vous donner la parole à tous les trois pour que vous puissiez parler de vos actualités et compléter éventuellement la mini-bio que j'ai fait rapidement. On commence par Andrea, si tu veux. Ah oui, bonjour. Oui, mes actualités, c'est le problème. Ils ne sont pas déjà traduits en français, alors c'est pas la peine d'en parler. Mais bon, il y a beaucoup de livres qu'on peut lire déjà. Ouais. Pour la série Le Projet Mars, c'est déjà vieux. J'ai commencé à écrire en 2001. Et l'histoire, c'est un peu bizarre parce qu'à l'époque, je n'étais pas déjà tellement connu en Allemagne parce que c'était avant le Jésus vidéo qui m'a fait... qu'est-ce qu'on dit? Je me fais connaître, oui. Mais quand même, une maison édition qui fait des livres pour la jeunesse m'a approché et me demandé bon, vous avez vous êtes un peu connu dans la scène de science-fiction.
pour la science-fiction. En Allemagne, c'est aussi une petite scène. On se connaît. Oui. On cherche des livres de la science-fiction pour la jeunesse. Et on a mal trouvé quelque chose. À l'époque, normalement, ils traduisent de l'anglais des États-Unis. Mais c'était en rupture, évidemment. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour nous? Et ça, c'est une question. Comme auteur, il faut dire « Ah oui, bien sûr ». Et après, j'ai réfléchi quoi faire. Et moi, j'étais toujours, quand j'étais un enfant, un fan de la série de Enid Blyton, le Club des 5. Alors, je me dis, bah, c'est la chance d'écrire mes propres clubs de 5 dans l'espace. Et j'ai réfléchi un peu, mais on n'a pas beaucoup de choix si on reste dans notre système solaire. Alors j'ai dit, bon, Mars, ça va. Je vais les mettre sur la planète Mars. Et c'est comme ça, 5 volumes. 5 volumes, c'est comme ça que ça a démarré. Merci beaucoup. Club des 5, hein, aux Bibliothèques Rose, pour ceux qui ne resituaient pas. Merci. On reviendra un petit peu sur la genèse aussi de vos romans. Claire, tu veux compléter donc, la mini-bio et puis parler un petit peu de ton actualité, parce que quand même, c'est intriguant. Oui, alors je pense que ceux d'entre vous qui me connaissent plutôt pour ce que j'ai écrit en fantasy. Donc il y avait eu ce premier roman, Un long voyage, et la trilogie Capitale du Nord, donc, qui a été complétée par la trilogie Capitale du Sud, écrite par Guillaume Chamanadian. Et donc vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que je fais là sur une table ronde sur Mars en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait un peu le même genre de proposition qu'à Andreas, c'est-à-dire qu'après Un long voyage, j'ai un éditeur de l'école des loisirs qui est venu me voir et qui m'a proposé, enfin qui m'a demandé cap ou pas cap d'écrire pour la jeunesse. Et du coup, bah, j'ai dit cap, tout en étant terrorisée intérieurement, mais j'ai dit cap. Et à la fin du travail sur la tour de garde, je me suis mis à un projet. Je pense que l'éditeur attendait de la fantaisie, étant donné que je suis autrice de fantaisie. Mais en fait, l'idée qui m'est venue... Alors j'en étais à ma 300e heure de jeu sur Surviving Mars, ça explique peut-être cela. L'idée qui m'est venue en tête, ça a été une idée de science-fiction. Donc entrer dans le monde. Alors entrer dans le monde, malheureusement le fait même que je participe à une table ronde sur Mars spoil un peu, ça se passe sur Mars, mais c'est quelque chose qu'on découvre. En fait c'est l'histoire d'un garçon qui cherche son chat au début, tout simplement. Il cherche son chat et c'est une quête qui va le mener beaucoup plus loin qu'il pense. Et donc on va donner la parole à Florence tout de suite. J'ai oublié de le dire en introduction. Les auteurs ici présents seront en dédicace juste après la table ronde à l'accueil en haut, et puis par la suite dans la partie salon du livre. Le roman de Claire, dont elle vient juste de parler, sort officiellement le 2 octobre, mais nous avons la chance de l'avoir en avant-première ce week-end. Voilà, bravo. Et pour terminer, Florence, qui a fait aussi un très très bel ouvrage sur Mars, et puis qui va nous en parler, mais aussi compléter la mini-bio et donner ton actualité aussi, s'il te plaît. Alors bon, moi je suis seulement autrice jeunesse, et c'est bizarre, il n'y a aucun auteur pour adultes qui est venu me chercher. C'est rare en fait dans ce sens-là. C'est pour parler un petit peu de l'élitisme qui existe. Bon. Et voilà, donc moi j'écris de la science-fiction, je suis un peu tombée dedans par accident. Quand j'ai écrit mon premier livre de science-fiction, l'éditeur m'a dit c'est de la science-fiction, je dis ah bon, voilà. Bon, moi j'ai des thèmes et puis bon après le genre c'est pas forcément moi qui le définit, ça c'est drôle. Je m'en fiche un peu en vérité, mais il se trouve que oui, j'ai écrit quelques livres de science-fiction déjà avant L'Aube bleue sur Mars, dont Trace, qui parle d'un logiciel prédictif. Voilà. Moi, c'est des sujets en fait que je vais plutôt penser sociologiquement. J'ai des alertes qui montent dans ma tête, qui me disent oh attention, il peut se passer ça. Et j'ai découvert que en fait, je suis pas la première évidemment, que le mettre dans le futur, ça permettait d'alerter mieux. Et donc voilà, ça c'est de la science-fiction en fait. Hein. Et puis U4, qui est aussi décrit comme la science-fiction, c'est du post-apocalyptique, peut-être que certains connaissent, un projet A4. Voilà, donc ça c'est mon roman le plus connu.
Et donc, mon dernier livre de science-fiction, donc, pour moi, ça n'en était pas, en fait. Pour moi, c'était un livre réaliste que je faisais. J'ai fait en sorte, d'ailleurs, que s'il y avait un voyage vers Mars qui se faisait aujourd'hui, que ça se passe exactement comme dans mon roman. Donc, en fait, ça se passe jamais dans des futurs très, très éloignés. Et voilà. Et depuis, je n'en ai pas fait. Même si voilà, j'ai fait un roman là que j'ai proposé chez Nathan, il me dit c'est une uchronie. Je lui dis ah bon. Donc j'ai l'impression que ça me rattrape un peu. Voilà. Merci beaucoup. Et bon, je prends 30 secondes pour parler un petit peu de moi. Pourquoi j'ai la chance de présenter et modérer cette table ronde? C'est pas parce que j'ai un joli t-shirt sur Mars. C'est parce que dans le collectif Hypermonde, certains savent que je suis un petit peu passionné par cette planète, passionné au point d'avoir fait l'an dernier cet ouvrage là, qui est sorti, qui est un joli livre sur la fascination sur Mars et sur comment ça se traduit dans la pop culture. Donc voilà, ils m'ont fait un beau cadeau en proposant d'animer cette table ronde. Donc, merci. Donc, de quoi allons-nous parler ? On a préparé quelques sujets à évoquer. On a déjà commencé un petit peu sur pourquoi vous avez choisi Mars dans vos romans respectifs. On va y revenir un petit peu. On va surtout parler de pourquoi, depuis le début de la science-fiction, il y a une telle fascination pour cette planète, comment ça se traduit. On va voir si aujourd'hui c'est toujours aussi pertinent d'être fasciné par cette planète, si ça a toujours un sens. On va se poser la question de la place des femmes dans cette aventure. Est-ce que les femmes ont le droit de rêver de Mars? Est-ce qu'elles ont le droit d'écrire sur Mars? Aujourd'hui, ça paraît complètement évident, mais si on avait fait cette table ronde il y a 50 ans, je pense que la réponse n'était pas forcément la même. Est-ce que dans les romans, il y a aussi, dans les romans qui se passent sur Mars ou ailleurs, il y a aussi effectivement de la place pour les femmes ou les jeunes filles? Donc c'est un sujet qui est passionnant, qui est très très peu traité. Donc on va en parler un petit peu pendant la table ronde avec le panel aujourd'hui. On va aussi traiter, bien sûr, de points un peu plus particuliers qui sont liés à vos romans respectifs. Chacun d'entre vous, en traitant Mars, vous avez pris différents angles d'attaque qui sont intéressants, sans raconter tous les romans et sans voir tous les aspects, mais j'en ai choisi quelques-uns sur lesquels on va faire un focus et dont on pourra discuter parce que ça fait écho avec des vraies préoccupations qu'il y a dans le monde réel et aujourd'hui. Et vous l'avez traité avec votre sensibilité d'auteur ou d'autrice et c'est très pertinent. Et puis on élargira un petit peu notre discussion avant de passer à vos questions sur voilà, est-ce que c'est toujours possible ou responsable de parler de Mars aujourd'hui. Et dans certains des romans dont nous parlerons, il y a des enjeux de colonisation. Qu'est-ce que ça implique une colonie sur Mars? Est-ce que c'est réaliste aussi ou pas du tout? Et puis bien sûr vous aurez des questions aussi pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin sur tous ces sujets. Voilà un petit peu le programme. Et donc, avant de dérouler nos différentes questions, je vais revenir sur pourquoi vous avez choisi Mars pour votre roman. Donc, Andreas, tu l'as dit, c'est parce que tu voulais faire un club des 5 dans l'espace et Mars, ça te paraissait pertinent. Claire, je te propose d'y revenir un petit peu, et Florence aussi, sur pourquoi vous avez choisi Mars pour cadre pour vos romans respectifs. Je commence. Oui, si tu veux. Comme je disais, il y avait un côté, j'étais en train de jouer à Surviving Mars. Et voilà. Non, mais en vrai, il y a aussi une raison pour laquelle j'ai passé 300 heures sur ce jeu. Pourquoi tu joues à Surviving Mars? Voilà, c'est ça. Il y a une raison, c'est qu'effectivement, oui, moi, c'est une fascination que j'ai depuis l'adolescence. Où moi, quand j'étais ado, qu'il y a eu le premier petit rover, c'était Sojourner le premier, je crois. C'est quelque chose que j'ai vraiment suivi de près, qu'on avait suivi au collège. Moi, je me suis dirigée au début vers les sciences, justement parce que j'étais fascinée par ça. Après, il y a le principe de réalité qui a fait que, voilà, j'avais pas le niveau, on va le dire clairement. Mais j'avais une attraction pour les sciences, pour l'exploration spatiale et principalement pour Mars, parce que Mars était dans l'actualité scientifique à l'époque où on est le plus réceptif à ça, donc l'adolescence. Après, pour remonter plus loin, pourquoi cette fascination pour Mars dans l'humanité? Je dirais que Mars, c'est très loin, c'est très proche. Mars, c'est une planète qui, moi je peux pas parce que j'ai une très mauvaise vue, mais qu'on peut observer à l'œil nu, enfin qui a été observée dès l'Antiquité. Donc finalement, Mars a toujours été dans notre champ de vision finalement. Donc que ce soit en termes d'observation, en termes de questions, en termes de la figure du martien dans la littérature de science-fiction, c'est quelque chose qui est quand même arrivé extrêmement tôt. Et ça a nourri génération après génération de lecteurs de science-fiction, je pense, cette fascination pour cet ailleurs qui est extrêmement lointain et extrêmement proche à la fois. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, du fait que ce soit vraiment ancré très profondément dans notre subconscience, surtout nous autres lecteurs de science-fiction.
Merci. Et pour toi, Florence, alors pourquoi Mars pour ton roman? Alors moi, je ne suis pas à la base une passionnée de Mars. En fait, j'y avais vraiment pas spécialement pensé avant d'écrire ce roman. J'ai eu l'idée de le situer sur Mars. En fait, c'était en plein confinement que j'ai eu l'idée de ce roman. Et j'ai beaucoup souffert d'être contrainte. Et je me suis dit, oh là là, j'ai envie de partir le plus loin possible. Donc, quand on est écrivaine, on le fait pas avec les histoires. Et je me dis, où est-ce que je peux aller le plus loin possible avec un personnage? Et voilà, bon, j'ai un peu pensé à la Lune. Je me suis dit, mais non, mais c'est trop proche, c'est déjà fait, c'est nul. Donc je me dis, allez, qu'est-ce qu'il y a après? Vénus, non, c'est pas possible, c'est trop chaud. Voilà. Et il y avait Mars, le Mars qui est la planète qui ressemble finalement le plus à la Terre, qui est peut-être terraformable d'ailleurs. C'était ça qui m'intéressait. Et voilà pourquoi j'ai situé cette histoire sur Mars. Et j'ai fait mes recherches et je me suis passionnée pour Mars, donc pour ce roman précisément, mais je ne l'étais pas du tout avant. Donc c'est venu grâce à l'idée du roman, c'est super. Alors vous avez vu comment on fait les choses bien à Hypermonde, vous avez vu les couleurs des fauteuils, de la salle, vous êtes installés, on est vraiment dans le thème, c'est parfait. Ah ouais, on va être embêtés pour l'année prochaine, changer tous les fauteuils. Merci beaucoup. Je poursuis un petit peu pour demander à Andreas aussi son avis de façon un petit peu plus large sur pourquoi certains d'entre vous dans la salle, sans doute, sinon vous ne seriez pas venus assister à la conférence, nous, en la présentant, pourquoi certains d'entre nous sommes fascinés par Mars. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette fascination pour Mars? Je pense au début, c'était bien sûr l'idée qu'il y a des autres êtres intelligents qui habitent nos frères dans l'espace ou des ennemis qui vont venir. Ça a une autre sorte de rêve, de cauchemar même. Mais aujourd'hui, je pense c'est plutôt l'idée que Mars est une planète qui est presque comme la Terre. On peut tourner quelques vis pour le transformer dans une deuxième Terre, un refuge, une chose comme ça. Mars, c'est pas déjà un lieu de vie, mais on le considère plutôt comme un terrain de jeu où on peut construire un nouvel monde qui sera exactement comme on veut. Ouais, je pense que ça, c'est derrière un terrain où on peut recommencer de zéro et faire mieux que l'évolution sur Terre. Peut-être. Ouais. Alors, merci beaucoup. Effectivement, depuis le début de la SF, Mars est un sujet qui occupe beaucoup les auteurs et les autrices. Les scientifiques aussi, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de scientifiques autour de nous à la table ronde. On essaiera de ne pas dire trop de bêtises tout à l'heure quand on parlera de ce qui est possible ou pas sur les colonies sur Mars, mais on a le droit de rêver en tout cas. Effectivement, cette fascination pour Mars qui existe depuis le tout début de la science-fiction. Claire, Florence, vous voulez en dire un mot sur d'où ça vient, pourquoi depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, puisque Camille Flammarion et quelques autres étaient déjà pas mal obsédés par Mars aussi. Pourquoi c'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'humanité, nous fascine autant? Comme je disais tout à l'heure, il y a le côté, depuis l'Antiquité, on voit où est Mars, on distingue Mars. Donc en fait, forcément, ça enflamme l'imagination. Comme je dis aussi, il y a un côté assez propre au lecteur de science-fiction. Je pense qu'on est très nombreux à être arrivés à la science-fiction par les chroniques martiennes aussi. Donc forcément, dès le début, on est un peu baigné là-dedans. C'est une espèce on va dire, de terrain d'accueil des nouveaux lecteurs de science-fiction. Quand je dis nouveaux lecteurs de science-fiction, soit qui n'ont pas lu avant, soit qui sont jeunes. C'est d'entrer par les chroniques martiennes. Et je pense que ça aussi, ça modèle un peu nos imaginaires et nos attentes en termes de science-fiction. Après, voilà, il y aura peut-être plein de choses à discuter. Peut-être que dans un demi-siècle, un siècle, l'humanité passe, si on est toujours là, l'humanité passera à un autre objectif, à un autre fantasme, et les tables rondes de science-fiction porteront sur complètement autre chose. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est Mars, oui. Oui, Florence, tu veux compléter ? Non, voilà, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'on fait par étapes, puisque la Lune c'est fait, il reste Mars. Quand Mars sera fait, ce sera une autre planète, je pense. Alors, il y a quelque chose qui est lié aussi, vous parlez de la Lune,
à cette capacité qu'a l'humanité à observer ce qu'il y a autour d'elle. Et pendant longtemps, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait sur la Lune, donc on imaginait beaucoup les Sélénites et des civilisations sur la Lune, etc. On imaginait que toutes les planètes, Camille Flammarion et les autres, de notre système étaient peuplées. Et on imaginait comment, pourquoi. Et au fur et à mesure où des capacités d'observation ont progressé, les lunettes astronomiques, les satellites, etc. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien sur la Lune, puis rien, probablement rien sur Mars. Et puis on va de plus en plus loin comme ça, et donc les petits hommes verts qui représentaient un peu les successeurs des Sélénites sont devenus plutôt les petits hommes gris, parce qu'encore plus loin, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Donc il y a effectivement, vous l'avez dit, c'est ce qu'on observe, là où on peut aller, là où on n'est pas encore allé sur Mars, mais aussi tous nos rêves et tous nos fantasmes qui se décalent aussi un petit peu. Mais malgré ça, Mars reste quand même dans nos fantasmes parce que c'est une planète sœur, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de feuille blanche peut-être pour redémarrer d'autres choses. Et puis il y a aussi des enjeux très scientifiques. S'il y en avait à la table ronde, il nous le dirait, d'essayer de comprendre certains grands mystères de l'apparition de la vie, de l'évolution de certaines planètes, de comment une planète peut mourir ou pas en perdant son atmosphère, ce qui est le cas de Mars, qui était assez similaire à la Terre au départ, etc. Donc il y a effectivement beaucoup de raisons différentes qui expliquent cette fascination. Et très rapidement, je vous ai préparé quelques visuels pour illustrer pourquoi et comment dans la science-fiction ça a fasciné. On va les parcourir très vite, mais c'est une façon de répondre à la question. Ça remonte de loin, hein. Wells avec les envahisseurs, la guerre des mondes, l'arrivée des Martiens, regardez l'orthographe à l'époque, avec un petit S. Aelita, donc film russe, les Pulps qui parlaient de Mars à l'époque, on voyait les canaux, on imaginait qu'il y avait des canaux sur Mars pour irriguer parce que c'est une planète sèche, etc. Et puis la figure des Martiens, vous en avez parlé, ça nous a fascinés, ça nous fascine toujours jusqu'au tout dernier Tim Burton sur Mars Attack. C'est que quelques visuels, mais c'est vraiment pour illustrer que depuis très longtemps, ça nous fascine. Et à chaque fois, les auteurs-autrices réinterprètent la fascination sur Mars avec les données scientifiques de l'époque. Pour Kim Stanley Robinson, avec la terraformation, écrit dans les années 90, il a vraiment discuté avec les gens de la NASA qui s'intéressaient à ces sujets-là. On a des auteurs-autrices jeunesse aujourd'hui. J'ai pas pu résister à vous dire que Barba Papa sur Mars, ça existe aussi. Pour moi, la fascination martienne, en écrivant le livre, ça venait de cet auteur jeunesse, Philippe Ebli, qui avait écrit ce roman incroyable que j'ai relu du coup en préparant le livre. Ça avait tout déclenché. Donc, vous allez avec vos ouvrages et vous allez créer d'autres fascinations encore pour Mars auprès de vos jeunes lecteurs. Et la boucle, comme ça, ne se finit jamais, mais ça remonte aussi à il y a longtemps, hein. On trouve ces cahiers de classe ou ces petits livrets d'aventure pour la jeunesse aussi, Bob et Bobette, Miss Pickrell, etc. Donc vous voyez, hein, ça remonte, hein, cette fascination pour Mars. C'est pas d'aujourd'hui. Même pour les tout jeunes. Pourquoi il y a des fraises sur Mars? C'est les fraises qui donnent la couleur rouge à Mars. Dans ce roman, on apprend ça. Dans les jeux vidéo, qui est plus mon domaine, Mars aussi, tu vois, Surviving Mars, Claire est là. Mars aussi intéresse beaucoup de monde. Et j'en profite pour dire qu'il y aura un pôle ludique avec les jeux de plateau, dont Terraforming Mars, Dune, et tout un tas de jeux sur les planètes ou sur l'espace. Dans les BD aussi, j'accélère, dans les films aussi, et dans les séries aussi, etc. On y reviendra tout à l'heure sur d'autres questions. Voilà, c'était juste pour faire un petit panorama, pour vous dire qu'effectivement, Mars, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on va passer à une autre question qui est un peu plus actuelle. Donc, dans la fiction, il y a des Martiens, on va sur Mars, on fait des colonies sur Mars, Mars fait sécession des fois avec la Terre, où on n'a pas les mêmes gouvernements politiques, enfin, il y a tout un tas d'aventures. On arrive à terraformer Mars pour qu'elle soit habitable pour les humains, ou bien on modifie les humains pour qu'ils puissent s'adapter à Mars. Enfin, l'imagination est sans limite. Et aujourd'hui, est-ce que la réalité est un petit peu en train de rattraper la fiction ou est-ce qu'on en est loin? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, l'actualité récente sur Mars ces dernières années? Que ça soit Persévérance, que ça soit Elon Musk avec ses fantasmes de Mars ou les Chinois qui ont de grands projets aussi pour Mars. Est-ce que vous suivez cette actualité? Est-ce que vous pensez que petit à petit, l'actualité, comme tu le disais Florence, on est déjà allé sur la Lune, on ira peut-être sur Mars. Est-ce que l'actualité va rattraper la fiction et nos imaginations? Florence, à toi. Oui, je m'y intéresse depuis que j'ai écrit ce roman, effectivement. Alors, quand je l'ai écrit, c'est marrant, on parlait de 2025 pour aller sur Mars. C'était il y a quelques années, mais 2025, c'est demain. Donc, ils disent, oh, mince, là, on se dit 2030 maintenant.
Donc, oui, il y a cet horizon. Ça sera, si ça se fait, ça sera dans les années 2030 probablement. Donc, bon, bah, il y a plein de plans. Hein. Il y a la NASA, toutes les agences spatiales européennes aussi. Bon, le plus gros frein, c'est la volonté politique et les sous, évidemment. Et puis l'aspect écologique. Hein. Moi, c'est ça dont j'ai parlé dans mon roman. Et c'est vraiment dommage en fait qu'il y ait cette. Moi, je parle surtout des jeunes, en fait, que les jeunes soient pris dans cette ambivalence. Je crois que c'est la première fois dans l'humanité où la jeunesse est freinée dans ses désirs d'aller plus loin, d'explorer plus loin. Parce que ils veulent préserver la planète, quoi. Ouais. Donc je pense que ça c'est le plus gros frein. Et pour que les politiques mettent les moyens dans l'exploration spatiale, faut qu'il y ait un enthousiasme populaire en fait. Et là on n'en est pas là du tout. Et bon, c'est pour ça aussi qu'il y a des milliardaires comme Elon Musk qui s'emparent des choses et qui rêvent pour tout le monde du coup. Est-ce que c'est la bonne solution? Bon. Et c'est en fait c'est un peu dommage qu'on ait aujourd'hui une jeunesse qui a peur d'explorer et qu'on montre pas plus à cette jeunesse que peut-être qu'explorer, ça pourrait peut-être sauver la planète en fait, parce qu'on fait des découvertes incroyables quand on va plus loin. Est-ce qu'on pourrait pas trouver sur Mars le moyen de sauver la Terre? Voilà, il y a plein d'enjeux comme ça qui sont pas du tout exposés aux jeunes, je trouve. Je l'ai fait du coup, mais voilà. Mais je pense qu'on est. Alors, on dit que technologiquement, ça serait possible dans pas trop longtemps, mais au niveau des moyens, je sais pas du tout si ça va pouvoir se faire. Merci beaucoup Florence. On reviendra sur ce point particulier des contraintes écologiques et des aspirations de la jeunesse. C'est vrai que tu le traites dans ton roman. On fera un petit focus là-dessus parce que je pense qu'il y aura aussi pas mal de questions dans la salle là-dessus. Et c'est des questions qui se posent aujourd'hui, qui ne se posaient pas avant, qui sont tout à fait légitimes. Et effectivement, tu l'as traité de façon très, très pertinente dans ton ouvrage. Claire, tu veux compléter sur est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui? Moi, je continue à suivre forcément tout ce qui est un peu actualité martienne, mais d'un peu plus loin et de façon un peu plus désillusionnée, je dirais. Je pense qu'effectivement, il y a eu une époque où, quand l'humanité est allée sur la Lune, l'humanité, donc les Américains, c'était vraiment, on y va pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile, on y va juste pour dire qu'on est capable de le faire. Et effectivement, ça correspondait, on va dire... à un âge de l'humanité où on peut se permettre de faire des choses juste pour le faire et en rapporter effectivement des avancées technologiques. Maintenant, je pense que la question, elle se pose un peu différemment. Les besoins de l'humanité ne sont pas les mêmes. On a des choses à faire à la maison. Est-ce que justement, si on envoie des gens sur Mars, si on envoie des missions sur Mars, pour quelles raisons on le fait? Le fait-on pour des bonnes raisons? Le fait-on vraiment dans un but d'avancée technologique, d'avancée de l'humanité, ou le fait-on pour l'orgueil d'un milliardaire qui a envie de laisser son nom dans l'histoire? Honnêtement, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser en termes idéologiques, en fait, sur pourquoi on peut encore pousser et comment on va réussir à donner l'élan, l'impulsion, ce que tu disais, de donner envie de faire ça. Alors, moi, j'aime pas trop présenter ça en matière de redonner l'envie de rêver. Moi, je pense qu'on peut aussi rêver de sauver la planète. C'est aussi un rêve, c'est aussi un objectif, c'est aussi une exploration. Il y a plein de choses de notre planète qu'on connaît pas encore. Le fond des océans est moins bien connu que la surface de Mars. Donc, c'est aussi possible de faire ça à la maison, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui est plus urgent? Quelle est la priorité? On a une époque où le temps est compté, et du coup, beaucoup de questions se posent. J'ai pas la réponse, évidemment. Hein. Moi, je suis autrice, je pose des questions, j'ai pas de réponse. Mais effectivement, on n'est plus du tout dans la même optique qu'à l'époque de la conquête spatiale, de la Lune. Alors, Franck Celsis, il animait cette table ronde, donc notre directeur scientifique des Hypermondes, astrophysicien, dirait, et ces mots sont assez justes, que l'humanité aujourd'hui est peut-être encore trop adolescente pour mériter d'aller explorer d'autres planètes, aller plus loin dans l'univers. Adolescent au sens où on n'est pas assez sage, on fait encore trop de bêtises, on n'est pas foutu de s'occuper comme il faut de notre planète. Complètement d'accord. Et il y a cette idée qu'il faut le faire, il faut y penser, il faut que les chercheurs y travaillent, mais qu'on n'est pas prêt collectivement à envisager ça parce qu'on est incapable de prendre soin de ce qu'on a déjà autour de nous. Je pense qu'il manque un petit stade d'évolution, effectivement. Et avant de donner la parole à Andreas, Kim Stanley Robinson dit des choses un petit peu similaires. Il a beaucoup travaillé sur Mars pendant des années. Il a fait un cycle, une trilogie. Toi, tu as fait 5 livres.
Et quand on lui demande si sa passion pour Mars est toujours là, il dit oui. Et si c'est toujours une priorité pour les humains, il dit non, non, c'est la Terre. Et d'ailleurs, ses derniers romans se préoccupent beaucoup plus d'écologie et de chemin pour essayer de sauver l'existant. Mais toi, Andreas, qui a écrit beaucoup de livres sur Mars, le cycle des enfants de Mars, le projet Mars, c'est sur 5 volumes. Est-ce que tu écrirais ce cycle aujourd'hui de la même façon? Est-ce que tu traiterais Mars pareil, ou est-ce que tu penses que les choses ont changé, que c'est plus la même actualité? Comment tu vois ça? Moi, je pense, on parle d'envoyer des astronautes sur Mars depuis Apollo 11, pratiquement le pas prochain, ouais, ça. Mais je pense qu'il y a le raison pourquoi on en parle et on repousse cette action. C'est aussi parce qu'on a sous-estimé les difficultés dans ce tel voyage. Et on sous-estime toujours les obstacles qui se montent avant. Alors, peut-être c'est vrai qu'on a peu envie d'y aller dans le moment parce qu'on a trop troublé à la maison, disons. Mais aussi, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui travaille dans ce secteur d'exploration spatiale à l'Utopial il y a 10 ans ou un peu plus. Et il m'a expliqué, bon, le plus grand problème, c'est la radiation. La radiation pendant le voyage et la radiation sur Mars eux-mêmes, parce que Mars n'a pas une protection contre la radiation comme la Terre. Et il m'a dit, aujourd'hui, on n'a pas de solution, même pas d'idée comment faire. Et ça freine aussi, je pense. Merci. Alors Andreas, je passe à la prochaine série de questions. On va faire des focus sur des points que vous avez traités tous les trois dans vos ouvrages. Un des points communs, c'est qu'à chaque fois, ce sont soit des enfants, soit des adolescents, soit de jeunes adultes qui prennent les choses en main, qui ont les premiers rôles et qui ont une vision différente en fait de celle que les adultes, leurs parents ou les responsables peuvent avoir. En particulier pour toi, Andreas, les enfants de Mars, en fait, sont 4 adolescents qui sont nés sur Mars, sauf un qui est arrivé tout petit pendant le voyage, et qui, quand l'humanité décide qu'on arrête les colonies martiennes pour des raisons politiques, financières, décident eux que non, c'est leur planète natale et qu'ils ne veulent pas partir. Donc ils ont un regard complètement différent de celui de leurs parents qui, eux, ont fait le voyage et qui sont peut-être nostalgiques. Tu parlais, Florence, tout à l'heure du confinement. Bon, vivre sur Mars ou faire le voyage dans un vaisseau, ça veut dire être confiné tout le temps. On a vu pendant la crise du Covid que juste être confiné 24 heures dans notre appartement sans le droit de sortir, ça, pour la plupart d'entre nous, ça nous faisait péter les plombs. Donc peut-être qu'effectivement tout le monde n'est pas capable et peut-être que c'est impossible de vivre comme ça. Mais eux, en tout cas, dans ton roman, aiment cette vie et veulent rester sur la planète. Donc ma question était, est-ce qu'effectivement ce regard-là de jeunes qui un jour pourraient peut-être naître là-bas et s'approprier cette planète, c'est ce qui pourrait changer les choses et le regard? Est-ce que c'est quelque chose c'est une idée très forte? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer réellement? Moi, je pense l'environnement dans lequel on est né et a grandi, ça c'est bien sûr une influence très forte. Et surtout, si c'est sur une autre planète, on ne sait pas dans le moment comment ça change des choses, mais seulement, c'est une autre gravité. On ne sait pas, peut-être des enfants qui sont nés sur Mars, peut-être ils agrandissent à une hauteur de 2 mètres 80 parce qu'ils sont avec des jambes très fines et légères. Parce qu'il y a moins de gravité sur Mars. Moins de gravité, et vachement moins de gravité, là, 30% ou un peu plus.
Et au long terme, ça va changer l'humanité, ça peut diviser l'humanité dans deux espèces différentes. Et ça va être un changement très fort. Oui. Merci. Claire, toi aussi dans ton ouvrage, il y a des adolescents donc, qui sont ensemble, ils 26, et il se passe des choses arrivées à leur majorité, mais du coup, eux aussi sont sur une autre planète. Et Oui. est-ce que tu penses que... Pour rebondir sur ce que disait Andreas, moi, ça m'intéressait justement cette question de ce moment où l'espèce humaine devient double. Et il y a un Homo sapiens terrien et un Homo sapiens martien. Au bout de quelques générations, en fait, il y a une telle différence entre... Et puis, voilà, pas seulement en termes d'évolution, de résistance microbienne, je ne sais pas ce qu'on peut... Mais aussi en termes de culture, aussi, tout simplement, c'est des sociétés, des civilisations complètement différentes. Et donc, le personnage principal dans Entrer dans le monde va rencontrer notamment une jeune fille de son âge, qui, elle, est martienne depuis 3 générations. Donc la Terre, elle sait que ça existe, mais c'est très lointain et c'est très exotique et c'est un peu l'équivalent, on peut imaginer au XVIIIe siècle, de ce que les gens pouvaient imaginer de l'Amérique du Sud ou vice versa d'ailleurs. Donc c'est ce moment où effectivement, ce qui est la normalité pour cette humanité-là paraît complètement inconcevable à nous autres terriens ou à des gens qui auraient grandi dans les conditions dans lesquelles nous avons grandi. Donc plutôt avoir ce point de vue-là en fait de l'étrangeté de cette vie martienne. Ah bah les gens vivent sous terre, ah bah les gens sont confinés, les gens ont l'habitude de ça, ils traitent l'eau comme ça, ils se lavent comme ça, ils font leurs besoins comme ça, ce qui est complètement la normalité, et la présenter comme étant justement extraterrestre pour quelqu'un qui justement vient plutôt de notre culture, on va dire. Donc c'était ça qui m'intéressait d'entrer dans le monde. Il y a 2 personnages principaux, donc on voit sur la couverture. Mais il y a aussi 2 civilisations en fait finalement qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître. C'était ça qui m'intéressait vraiment dans ce roman, et le fait de mettre en scène plutôt des jeunes personnes, des jeunes gens, ça permettait aussi de les montrer en train de découvrir quelque chose de différent, de découvrir un monde différent, et je trouve que c'est toujours plus intéressant de faire ça à travers les yeux de quelqu'un qui est encore en construction, quoi. Alors, effectivement, et puis il y a une grande crainte, on l'a dit tout à l'heure, c'est de refaire les mêmes bêtises sur Mars que l'on a déjà fait sur la Terre, que ça soit en termes de contamination, chaque fois qu'on est allé sur des nouveaux continents, amener des maladies, etc., ou que ça soit en termes de empreinte écologique ou exploitation des ressources, ce genre de choses. Donc on peut espérer qu'effectivement de jeunes générations avec un autre logiciel et une autre culture prennent les choses autrement pour ne pas reproduire encore et encore les mêmes erreurs. Florence, un autre point, alors tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, qui est aussi très intéressant dans ton ouvrage. L'ouvrage parle du voyage vers Mars et de l'arrivée sur Mars, pas d'une colonie ou de jeunes qui seraient déjà là depuis une génération ou plusieurs, donc l'approche est un peu différente. Mais par contre, tu traites dans ton roman de quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui, qu'on retrouve peu dans nos ouvrages, de ce dilemme, on l'a dit un petit peu, entre les contraintes écologiques et la curiosité et l'envie d'aller explorer, et la curiosité scientifique, ou trouver des réponses, et d'un autre côté de se dire effectivement il faut aussi sauver notre planète, il faut faire les 2 en même temps, comment on fait, est-ce qu'on se dispute, etc. Et tu évoques ça d'une façon très à droite, puisque en fait Esther et Hugo, qui ont à la fois une histoire d'amour, ont en même temps des idées très très différentes à propos de Mars, et je te laisse en parler parce que ça fait écho avec beaucoup d'interrogations qu'on a aujourd'hui dans le monde, et c'est vraiment bien fait. Oui, je pense que j'ai eu envie de faire ça comme ça parce que, comme je le disais, ça m'est venu pendant le confinement, et à cette période-là, l'idée d'effondrement et d'une planète Terre plus trop habitable était encore plus forte, et on a commencé à parler davantage de Mars comme une planète de secours. Donc d'abandonner finalement la Terre pour pouvoir coloniser Mars, pour trouver des moyens de la terraformer, etc. etc. Voilà. On oublie peut-être, il le cache un petit peu, que Elon Musk, à mon avis, c'est un petit peu son idée aussi, et ça serait évidemment les plus riches qui pourraient aller se protéger sur Mars en abandonnant tout le monde. Là, c'est encore un autre roman à écrire. Ça a peut-être déjà été fait. Et donc moi, voilà, je me suis située vraiment dans le temps présent. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, si il y avait aujourd'hui des humains qui allaient sur Mars, comment ça se passerait, comment les jeunes le percevraient, voilà. Donc, j'ai eu l'idée de ces
2 personnages, effectivement. Donc Esther qui va sur Mars et Hugo qui, lui, il est très écolo. Il est dans une association, bon, je me suis inspirée de Greenpeace, elle s'appelle Lungs, dans mon roman, ça veut dire poumon, qui, lui, à l'inverse, et dans le même temps, c'était ce parallèle qui m'intéressait, va faire le tour des océans sur un bateau pour alerter sur la situation des océans et sur la situation de la planète. Et donc, il tombe amoureux avant de partir. Ça m'a plu comme idée. Et bon, ils s'engueulent beaucoup, évidemment, parce que enfin, ça va pas. Pourquoi tu vas sur Mars, n'importe quoi, voilà. Et elle a là ce point de vue qui va plus loin, en fait, qui dit mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que l'exploration spatiale peut sauver la planète Terre. On ne sait jamais. Voilà. Bon, elle a vraiment une toute autre idée. Évidemment, ça m'a plu que ce soit une fille qui aille explorer l'ailleurs et que ce soit un garçon qui essaye de faire attention à notre maison. C'est des rôles qui sont à l'inverse des rôles genrés qu'on a envie de nous imposer. Donc ça m'a bien plu de faire ça. Et voilà, et tout le roman, en fait, moi, ça m'a permis... Moi, mes romans, en fait, je les écris quand je me pose des questions, pour me rassurer déjà, pour essayer de trouver des réponses, mais en tout cas pour embarquer mes lecteurs et mes lectrices dans mon questionnement. Et parfois, je ne trouve pas de réponse. Voilà. Et là, je n'ai pas vraiment de réponse en vérité, mais je pense qu'il est important d'y réfléchir et de ne pas choisir l'un pour l'autre. C'est vrai que, comme tu le disais, Claire, de sauver la planète, c'est un rêve. C'est devenu un rêve de sauver la planète, c'est fou. Il faut que ce soit un rêve, il faut qu'on le fasse. Et pour autant, est-ce qu'il faut abandonner toute idée d'exploration ? Moi, ça m'interroge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis vraiment dans ce questionnement-là que je n'ai pas résolu. Et ben pour faire la transition, effectivement, c'est Esther qui rêve d'être astronaute, qui rêve d'aller dans l'espace, qui rêve des étoiles et qui réalise son rêve, donc via ce voyage vers Mars. Et j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'on allait parler tous ensemble aussi de la place des femmes dans l'espace et sur Mars en particulier, que ce soit en tant qu'auteur, autrice ou en tant que participant ou simplement en tant que rêve. On voit dans l'auditoire, c'est assez partagé aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent, effectivement, que ces rêves-là soient partagés et qu'il n'y ait pas de jugement particulier à porter. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la place des femmes? En plus, le nom de Mars, forcément en opposition à Vénus, c'est forcément un peu le côté viril, guerrier, etc., le côté un peu conquérant. Il y a vraiment tout sur ce sujet pour nous lancer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, tous les trois, de la place des femmes autour du sujet martien ? Tu veux poursuivre, Florence, comme tu as pour enchaîner, du coup ? Pour poursuivre, j'ai envie de sortir du objet que je me suis offert il n'y a pas longtemps. On a le droit encore, à mon âge, de s'offrir des Barbies. Voilà. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh là là, il me la faut. Voilà. Donc c'est Samantha. Explique-nous un petit peu. Voilà, c'est Samantha Cristoforetti. Donc c'est une astronaute italienne. Et ses vidéos m'ont beaucoup, beaucoup aidée pour écrire mon roman. Parce que elle a fait des vidéos qui décrivent vraiment le quotidien dans une fusée, dans la Station spatiale internationale, etc. Elle explique comment on fait pipi, comment on se douche, voilà, etc., etc. Et ce quotidien-là qui est hyper important pour une écrivaine quand on écrit là-dessus, quoi. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi c'est une femme qui fait ça? Donc je l'ai mis dans le roman, d'ailleurs. Enfin, on donne les tâches pipi-caca aux femmes, en fait, dans la fusée. Voilà. Et puis on laisse les grandes idées aux hommes. Voilà. Alors, pourquoi ? Bien sûr que les femmes ont le droit de rêver de Mars et d'exploration spatiale, mais il faut le leur permettre. Et je vais encore parler de rêve, c'est important, et il faut leur permettre d'en rêver. Et c'est avec des objets comme ça, donc qui n'existaient pas quand moi j'étais petite, donc des objets comme ça, que ça va amener, donner l'autorisation aux petites filles de rêver à aller dans l'espace, de rêver à faire des études scientifiques aussi. Hein, voilà, il y a tout ça qui va ensemble. Parce que bon, on parle des spationautes, mais il y a aussi beaucoup les chercheurs. Hein, il y a très peu de chercheuses aussi. Voilà, tout le personnel dans les agences spatiales. Voilà, cherchons les femmes, quoi. Et donc, c'est évidemment, je pense qu'en tant que petite fille, je rêvais beaucoup d'espace, je rêvais beaucoup d'ailleurs, et je ne me l'autorisais pas. Je n'allais même pas vers des livres de science-fiction, en vérité, parce que pour moi, c'était un truc de garçon.
Voilà, donc voilà, moi je suis née dans les années 70, c'était encore très 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 prégnant ça. Et donc voilà, il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas de façon tout à fait inconsciente. Mais pour autant, ben voilà, ado, j'avais le poster de Dune dans ma chambre de David Lynch avec les planètes, etc. Mais jamais, jamais de ma vie, je me suis dit j'aime la SF. Ça, c'est très drôle quand même, hein. Voilà. De la même manière, j'adorais les sciences. J'ai fait des études scientifiques. Mais j'ai été freinée. Alors là, c'est toute une histoire. Voilà, ça, je vais le raconter dans un autre roman. Mais voilà, j'ai subi en maths sup un bizutage très, 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 très sexiste qui m'a dissuadée. J'ai abandonné, j'ai arrêté. Et j'ai fini professeuse des écoles. Ça, j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est très, très, très révélatrice du plafond de verre, en fait, hein, qui est imposé aux femmes. Et je pense encore aujourd'hui, bon, c'était il y a plusieurs années, mais je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'aggrave un petit peu ces temps-ci. Voilà, et en fait, c'est pas que... C'est évidemment un rêve qui est humain, donc qui n'a pas de genre. Mais il y a un entre-soi, une cooptation et surtout ce plafond de verre là qui empêche encore beaucoup les femmes d'accéder à ce rêve en fait. Merci. Claire, tu veux compléter sur les femmes ont-elles le droit de rêver de Mars? Je pense que oui, elles ont le droit, non? Enfin, non, pardon, je vais développer un peu plus. C'est une question rhétorique quand même. Oui. C'est une question rhétorique, n'est-ce pas? Mais oui, on en discutait un petit peu avec Florence avant de commencer. On n'a pas beaucoup d'années d'écart, mais moi, effectivement, déjà, quand j'étais ado, la donne commençait à changer. Dans ma classe en sciences, on était pas mal de filles quand même, à bien aimer ça. Il n'y avait jamais eu... Surtout, il y a juste cette remise en question de « Ah, c'est bien que vous fassiez des sciences, les filles », qui, je trouve, est encore plus bloquante que... Enfin, comme si c'était extraordinaire, comme s'il fallait... que c'était bizarre, en fait, finalement. Non, c'était complètement normalisé. Après, voilà, j'ai fait une terminale scientifique, mais après le bac, très vite, j'ai senti que j'avais pas le niveau. Je ne suis pas allée en maths sup. Moi, très vite, ça s'est vite révélé impossible. Donc, j'ai pris conscience, comme il nous arrive à beaucoup en sortant du système scolaire, de ma médiocrité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'être médiocre aussi. Donc, je me suis orientée plutôt vers quelque chose de plus littéraire. Mais il n'y a jamais eu de jugement de valeur par rapport à mes choix sur le scientifique, sur le littéraire, sur mes lectures. La raison pour laquelle j'ai lu la SF, c'est que mon père lisait de la SF, il y en avait plein à la maison, donc il n'y avait qu'à se servir, vraiment. Oui, et ta mère, Claire? Ah bah oui, ma mère lisait pas de SF, c'est vrai, elle lisait de l'horreur. Donc voilà, après, chacun son goût. Donc il y avait qu'à se servir aussi, et je l'ai fait amplement. Mais tout ça pour écrire de la fantaisie au final. Bref. Mais c'est vrai que j'étais pas dans une famille qui était particulièrement militante par rapport à ça ou sur des questions féminisme, ou alors qu'il l'était discrètement, on va dire, parce que j'ai jamais eu l'impression que c'était une question, en fait. Voilà. Moi, ma grande sœur, plus âgée, a tout de suite eu plutôt des affinités avec tout ce qui était artistique. Donc mes parents l'ont laissé faire des choses artistiques. Moi, j'étais dans la science, on m'a laissé faire de la science. Enfin, vraiment, il n'y avait pas trop de questions par rapport à ça. Ma meilleure amie du collège et du lycée, elle a fait une école d'ingénieur, elle est en prépa, elle a fait. Enfin voilà, c'était pas et n'était pas présentée comme une espèce d'exemple, parce que c'est quand même un beau parcours, mais pas c'est un beau parcours pour une femme. Voilà. Donc, alors, je pense aussi comme toi que attention au retour de bâton, parce que ça arrive régulièrement, mais que quand même pas mal de chemins ont été faits, surtout depuis les années 60. C'est sûr que c'était difficile de reculer, hein, donc on a beaucoup de femmes qui vont dans l'espace, qui communiquent autour de ça. On sent qu'un effort est fait autour de ça, parce que tu disais le côté aussi communiquer sur les réseaux sociaux, sur des questions qu'on peut se poser, normaliser un peu d'avoir des femmes qui sont vulgarisatrices ou animatrices ou qui parlent justement de l'expérience dans l'espace. Donc oui, a priori, je pense que le pas a été franchi, mais encore une fois, faut rester vigilant, parce que on sait très bien que les avancées peuvent se faire, prendre fin et se transformer en reculade. Merci beaucoup. Donc Andreas me voit arriver avec mes grands sabots et il se dit « Ouh là là !» Mais j'ai une question plus précise pour toi, Andreas. Dans le cycle du projet martien, donc les enfants de Mars, au début, ils sont 4. Il y a 2 garçons et 2 jeunes filles. Après, il y a un 3e garçon qui arrive. Et les 2 jeunes filles ont des rôles très importants. Et une jeune fille en particulier, qui est très courageuse, très tenace, est la seule à trouver des artefacts martiens.
avoir des lueurs, et donc elle a un rôle hyper important, surtout que personne ne la croit. Et grâce à elle, beaucoup de choses vont se dérouler dans le cycle après. Donc tu leur as déjà donné une très très belle place aux femmes et aux jeunes filles dans tes romans pour Mars. Mais ma question était, est-ce que, comme le cycle existe depuis un petit moment déjà, tu as dû avoir des retours de lecteurs, de lectrices en particulier? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui t'ont écrit en disant que ça les avait inspirées, qu'elles avaient apprécié, et que les rôles que tu avais donnés aux garçons comme aux filles étaient juste inspirants pour elles ou pas? Est-ce que tu as eu des retours comme ça? Ça serait joli, mais ce n'était pas le cas. Non, moi, au contraire, je pense que tout le monde trouve la distribution des fonctions dans mes personnages plutôt normale. Alors, c'est comme ça, on accepte. C'est pas hors extraordinaire. Pas d'extraordinaire. Pourtant, si, mais... Mais je veux parler d'un autre aspect sur cette question. Il y a une tradition qui est dans ce sujet. Traditionnellement, si on a une mission qui va dans une région où le risque de mourir est élevé, traditionnellement, on envoie des hommes, parce que les hommes sont, pour le survivre de l'humanité, moins importants que des femmes. Alors, les rôles des hommes, c'est des protecteurs des femmes. Et ça, qu'est-ce qu'on dit, répartition des rôles? Cette partition des rôles, ça existe toujours, parce que on a fait ça depuis des millénaires. C'est un autre aspect c'est pas seulement de rêver ou pas rêver. Ça, on peut rêver de n'importe quoi, bien sûr, mais ça peut-être on ne ose pas de rêver parce que derrière aller sur Mars, c'est aussi une chose dangereuse. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour ces éléments de réponse et notre discussion. J'ai promis qu'on garde un petit peu de temps pour les questions dans la salle, donc on va faire ça maintenant. Je rappelle les principes des questions qui sont courtes et du respect. Et puis après, il n'y a aucun sujet qui est interdit. Je vais me lever pour tendre le micro à ceux qui veulent. Et puis si vous n'avez pas de questions, on a encore des sujets en réserve, il n'y a pas de souci. Qui souhaite poser une question à nos invités? Oui. Ouais, j'ai relevé que dans les ouvrages que vous avez montrés, au début, là, il manquait Gustave Le Rouge avec la prisonnière. Et sinon, vous voulez parler des femmes dans l'exploration spatiale. On peut citer quand même Becky Chambers avec sa trilogie, voire Octavia Butler. Et c'est vrai que Elon Musk, Kim Stanley Robinson est très critique envers Musk, mais est-ce que vous auriez aimé faire partie des 100 premiers qui ont conquéri la planète Mars? Et est-ce que vous seriez plutôt situé du côté de Saxifrage, qui était à fond pour la terraformation, ou plutôt vers la géologue, qui était plutôt pour la conservation de Mars? Mais je me doute de votre réponse. Non. Moi, j'en doute aussi, ça dépend des 99 autres, mais si c'est 99 amis d'Elon Musk, non, quoi, en fait, non. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Moi, il s'ajoute un truc, c'est que je suis claustrophobe.
C'est pour ça que ça a été difficile pour moi d'écrire tout le voyage vers Mars, mais je l'ai fait. Mais j'aurais du mal à le faire en vrai. Et pour répondre à la deuxième question, c'est une question que je pose indirectement dans mon roman, justement, sur le devenir de cette implantation martienne. J'utilise pas le terme colonisation à dessein, c'est expliqué pourquoi dans le roman. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, cette implantation humaine sur Mars, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont décidé d'arrêter les installations de terraformation. Et c'est un choix qui est fait, justement. Alors, c'est trop tard pour préserver, il y a des choses qui ont été détruites, mais non pas d'adapter Mars à l'humanité, mais d'adapter plutôt l'humanité à Mars. Donc, vraiment, d'essayer de changer de braquet, de changer de mode de réflexion par rapport à la relation qu'on a avec la planète sur laquelle on vit. Alors voilà, c'est pas le sujet du roman, c'est pas le grand thème, c'est voilà. Mais effectivement, moi, c'est une question que je trouve vraiment très intéressante sur une fois sur Mars, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Une autre question, peut-être ? Est-ce qu'on peut vous retrouver à un autre moment que juste après, sur les stands des éditeurs ? Normalement, oui. Alors, on va signer juste à la sortie, là, à la fin de la table ronde. Ensuite, on sera sous le chapiteau, je ne sais plus lequel, mais un des chapiteaux. Et normalement, je pense, au cours du salon, on a plusieurs horaires de présence. Je ne les connais pas encore, mais... Merci. Avant de se quitter, il nous reste quelques minutes. On va aborder rapidement. Donc, vous avez vu sur le slide, j'avais mis quelques illustrations du sujet Mars et les femmes, en particulier dans Proxima, à la fin, et rendu hommage à toutes les femmes pilotes d'essai ou astronautes, cosmonautes, et des photos avec leurs enfants à chaque fois et des dilemmes que ça pose, et c'est super bien fait. Et c'est très rigolo quand on est en couple et qu'on regarde ce type de série où la place qui est donnée aux femmes est très différente des séries ou films traditionnels et des discussions que ça peut engendrer. Mais il y a tout un tas effectivement d'autrices et d'œuvres qui mettent en avant, comme vous l'avez fait vous aussi, sur cette thématique. Non, on va garder une minute ou deux. Juste, Andreas insistait lors de la préparation, il a raison. On parle beaucoup de colonies martiennes dans les romans, mais il disait que c'était important pour le public qu'on évoque rapidement quelle réalité ça pouvait avoir et quels étaient, encore une fois, on n'est pas scientifique autour de la table, mais quels étaient les grands obstacles qu'il y avait avant qu'il puisse y avoir un jour peut-être une colonie martienne. Andreas, tu veux en dire quelques mots ? Oui, j'ai déjà mentionné la radiation, c'est qui est un problème. L'autre problème, c'est on a découvert que le sol de Mars est toxique. Il faut enlever les toxines avant d'utiliser le sol pour l'agriculture et choses comme ça. En plus, un grand problème est l'énergie, parce que photovoltaïque sur Mars, ça ne marche pas. Le sol, c'est un petit truc dans le ciel, mais seulement si ce n'est pas une tempête de poussière qui arrive très souvent. Il y a des tempêtes qui sont partout sur la planète. Imaginez que ça va faire avec des panneaux solaires. Non. Alors il faut avoir une énergie nucléaire au moins. Dans mon roman, ils ont déjà l'énergie fusion. Aussi un rêve depuis toujours de réaliser. Ouais, ça, ce sont les choses les plus importantes. Merci. Donc, la distance, bien sûr, c'est aussi énorme. Beaucoup d'obstacles, effectivement. Claire, Florence, vous voulez compléter sur votre vision d'une colonie martienne ? Tout ce qui est scientifique, je ne pourrais pas dire, vraiment. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est plutôt des obstacles d'ordre un peu idéologique. Je pense qu'il y a des questions à se poser sur pourquoi on y va, qu'est-ce qui va borner nos ambitions, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'aller faire pipi sur un caillou pour dire qu'il est à nous, est-ce que c'est une bonne chose à faire, est-ce que c'est une chose mature à faire, enfin, c'est d'autres questions en fait qui sont, si effectivement on part sur une expédition qui aurait des buts vraiment scientifiques,
assez borné. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récupération d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de privatisation d'un espace, de l'espace martien, de choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à préparer en amont. Je ne sais pas si nos civilisations sont encore prêtes, mais c'est un travail à faire, et c'est un travail qui est aussi à faire, pas seulement dans le cadre de l'exploration, mais aussi dans le cadre de notre vie actuelle sur Terre. Et Florence qui aura le mot de la fin, parce que Franck qui a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on était sans doute encore trop adolescent pour mériter d'aller sur Mars, guette pour la prochaine conférence. Donc il faut qu'on rentre bientôt le micro. Florence, je te laisse le mot de la fin. Oui, voilà. Bon, moi, en faisant mes recherches, parce que j'ai raconté l'arrivée sur Mars, la première arrivée d'humains sur Mars, j'ai étudié tous les cas possibles. Donc voilà, je parle de la Ice Mars Home, voilà, qui serait l'habitation à faire quand on arriverait. Et donc j'ai découvert qu'il y avait déjà des industriels d'exploration minière, etc., qui étaient sur le coup, voilà, et qu'on commençait déjà à se demander mais à qui va appartenir Mars, suivant qui arrive en premier, etc., etc. Donc c'est très 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 brûlant comme actualité. Je pense qu'il y a déjà des gens qui se positionnent. Voilà, donc effectivement, il faut vraiment être vigilant. On n'est pas prêt, effectivement, comme on le disait, collectivement, éthiquement, à aller sur Mars, c'est sûr. Bien, merci beaucoup à nos trois invités. On va les applaudir très très fort. Merci à vous.